Merci d'accueillir le coproducteur Nicholas Brittle, le comédien Miles Teller et le réalisateur Damien Chazelle. Merci de bien vouloir couper votre téléphone portable ou le mettre sur silencieux et lever la main, afin que nous puissions vous passer le micro. Y a-t-il une première question dans la salle au premier rang? Au premier rang. Et nous vous écoutons. Bonjour, c'est une question pour Damien Chazelle. Votre film, qui est un second long métrage, est l'adaptation d'un court métrage, justement, White Flash. Et je voudrais savoir si justement ce court métrage vous tenir énormément à cœur pour que vous en ayez tiré un film. Et j'aimerais savoir si c'est le reflet d'une passion pour la musique ou plutôt le reflet d'une recherche vers l'excellence, vers la perfection, quel que soit le prix à payer. Pour moi, en fait, ça a commencé avec le scénario. C'était un scénario du long métrage. Et donc, je voulais faire le long métrage, mais il n'y avait pas d'argent. Et personne n'en voulait. Parce que ça parlait du jazz, tout ça. Bon, à Los Angeles, on s'en fout un peu. Et donc, on m'a suggéré de faire un court métrage. Donc, ce qu'on a fait, on a pris une séquence. C'est la première répétition de Studio Band dans le film. Et on a pris, et Nicholas Brittle nous a donné l'argent pour faire ce court-métrage, et donc on a filmé, et c'est à cause de ce court-métrage qu'on a trouvé l'argent pour le long-métrage. Mais pour moi, tout au début, c'était une histoire très personnelle. Moi, j'étais un batteur de jazz dans un orchestre avec un prof assez sadique, et donc j'avais tellement de souvenirs, et ce que je trouvais bizarre, c'est que le jazz, je sais pas, c'est un art très libéré, c'est un art d'expression, tout ça, d'émotion. Mais pour moi, le jazz, dans cet orchestre, c'était l'angoisse, c'était la peur, c'était les larmes, c'était le côté physique. Et j'avais pas vu ça sur l'écran. Donc c'était cette émotion-là que je voulais, qui m'inspirait. So I'm going to now translate. Is there anyone here who doesn't understand French? Well, actually, there is. Totally. Thank you, Miles. All right, so I'm going to translate for. Who understands English? So actually, it's your second feature film as a director. It's actually an adaptation of a short movie that you actually directed right before with the same title, Whiplash. And the question was about where does this idea comes from? Do you have a passion for music, or did you only want to express your the search for excellence, or maybe you could extrapolate on that? And you answered that actually at first the idea was to make the feature film, the long version, but there was no money to do it. So the idea was to actually make a short movie, because it was shot in Los Angeles, and in LA nobody really cared about jazz music. And the thing is, Nicholas Brittle right here said, okay, let's make the short movie. And actually, we did one sequence of the movie, the drumming sequence with the band, right, in the movie. And so they did it, and thanks to this short movie, they actually could find the money, the financing to actually go on and make the feature film. And about the movie itself, well, the director says, I am actually a drummer myself, a jazz drummer, and every time, people talk about jazz and everything, it's always, feelings and nice and everything, and the music of freedom, free yourself, when you play and stuff. But when I was playing drums myself in this jazz band, it was actually quite the opposite. I remember mainly fear and anguish, and being afraid to miss something, because plus I had a teacher who was quite a sadistic guy. So actually that was the kind of feeling that I wanted to convey on screen, by making this movie. Une autre question, ici, au deuxième rang. Le micro. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Merci. You really show the double edge of drive and passion, very balanced, and that was a great accomplishment. And I loved your matching of the car ride anguish with the final joy. You really balanced that. I'm just curious, a couple personal questions. One is if you're still drumming, okay? And
And the other is, did you feel the same sublimity when you're actually making the film, that shot with the drumming? Do you feel that same you obviously know the drumming ecstasy. I was wondering if you feel the same ecstasy doing the art of filmmaking as well, because they're different arts. I mean, I guess I'll answer the second part first. It's funny because, I mean, I think one thing that I actually never truly experienced as a drummer was that kind of ecstasy. And I think it's partly why I probably stopped drumming. There was a certain moment where I just kind of realized, sort of towards the end of my time in this orchestra that we kind of inspired this movie, that, you know, I could really devote my life to drumming and become technically, you know, proficient enough to do whatever. But I just didn't have that sort of, I felt like I didn't have that kind of thing in me, that I never was going to be Buddy Rich, I never was going to be someone capable of that sort of thing. And that kind of engenders all sorts of questions, I think, of, you know, is that kind of talent born? Can you teach it? Can, you know, all these sort of things. I think there's so many movies about ready-made genius musicians that I wanted to make one about someone who at the beginning was just like me, was not an obviously great musician, but who kind of through this sort of trajectory perhaps becomes one. So I never kind of experienced that sort of climax, and I don't drum that much anymore. I mean, I you know, play with friends and everything, but it's kind of like, it's just sort of something that I sort of burned out on, as you can imagine from the movie. But you know, so I think I make films because I kind of hope, or I think I manage to more often find that kind of sublimity making stuff. That is to say, though, just like in the movie, 99% of making films for me is fear and anguish and anxiety and stress, and you know, but there's that 1% that you chase. It either happens on set when you're with someone like Miles, and just something, an actor brings something that you never predicted, or it happens in the editing room, and I had a great editor on this movie, Tom Cross, and you just see a combination of images that just, again, gives you something you can't predict. Those are the things I live for, but you know, there's a lot of shit around it, but the shit is worth it. La question portait sur cette passion. Est-ce que vous-même, donc la question réalisateur, est-ce que vous-même vous avez trouvé est-ce que vous avez trouvé cette extase que l'on peut ressentir et que l'on ressent très bien, me dites-vous, lorsque l'on voit le film, cette extase que l'on atteint lorsque l'on joue à un haut niveau, que ce soit d'ailleurs la batterie ou n'importe quel autre instrument, et surtout dans le jazz, c'est quelque chose que l'on voit. Est-ce que vous avez trouvé cela vous, soit en tant que batteur ou et surtout en faisant le film, est-ce que vous avez trouvé ce moment magique? Et l'autre question, c'était est-ce que vous continuez à jouer de la batterie vous-même? Alors il nous dit que par rapport à ce moment extatique que l'on peut ressentir en jouant de la musique, donc est-ce que j'ai ressenti cela moi-même? Nous dit-il non. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer de la batterie en tant que batteur. Parce que lorsque j'étais batteur, donc comme je disais dans un orchestre de jazz, eh bien à un moment donné je me suis dit peut-être que je pourrais continuer d'être batteur pour faire ma vie, etc. Mais justement le fait de ne pas atteindre ce moment de vraie liberté, d'extase, etc., je n'ai pas atteint. Et donc quelque part c'était une frustration qui l'a poussé à arrêter de jouer la batterie de manière professionnelle pour pouvoir se diriger donc vers cette autre forme d'expression qu'est le cinéma. Mais il y avait aussi ce thème qui était un thème qui était présent dans l'élaboration du film, etc., ce thème du talent. Est-ce que le talent est inné? Est-ce qu'un tel niveau de talent, est-ce que cela peut s'apprendre? Est-ce que quelque part, est-ce que l'on naît avec et ensuite on peaufine? Est-ce qu'un grand musicien, est-ce qu'on peut devenir un grand musicien ou est-ce qu'on est un grand musicien? Ça c'est quelque chose qui était vraiment au centre de son film, quelque chose qu'il a essayé de rechercher, d'explorer. Il nous dit que de son côté, en tout cas, pour répondre cette fois-ci à la première question, il ne joue pas de la batterie, il ne joue plus de batterie, enfin en tout cas pas à un niveau professionnel. Il en joue un peu de temps en temps avec ses amis, etc. Mais voilà, ce n'est plus son métier parce qu'il est quelque part ce qu'on appelle en anglais burn-out, c'est-à-dire qu'il a atteint un niveau où voilà, il ne peut plus revenir au niveau qu'il essayait de rechercher auparavant, en tout cas il n'a plus envie, cette envie-là, musicalement parlant. Mais il espère en tout cas qu'il réussit à atteindre un niveau de sublime, de se sublimer dans le cinéma. Et le cinéma, il nous dit que quand il a commencé à en faire, il s'en rend compte aujourd'hui, eh bien le cinéma c'est 99% de travail, d'angoisse, de peur, de stress, et il essaye le plus possible d'atteindre le pourcent de sublime, le pourcent de magique.
Et ça, c'est un moment qu'on atteint, alors que ce soit par exemple au moment du tournage ou que ce soit au moment du montage. Lorsqu'ils étaient dans la salle de montage, il s'est rendu compte qu'il y a eu des moments complètement incroyables qui se déroulaient sous ses yeux. Et ne serait-ce que pour ça, eh bien, voilà, il est content d'avoir fait ce film. Une autre question, ici, monsieur. Alors moi c'était juste pour savoir comment vous aviez, je suis là, c'est pas grave, c'était juste pour savoir comment vous aviez donc recruté Miles et également Miles, est-ce que vous jouez déjà de la batterie ou est-ce que vous avez eu un coaching, comment vous avez procédé pour rendre cette performance crédible sur l'écran, ou en tout cas si vous l'avez joué, en tout cas bravo aussi, mais bravo en tout cas à tout le monde pour ce film qui je crois a transcendé le public. Well, I'm going to translate the question first. Question is both to you and to Miles. Okay, first question to the director is how did you come up with Miles? How did you manage to find him and chose him, cast him for this role? And question to Miles, are you actually a drummer yourself? If you are, maybe you can talk about it, and if you are not, congratulations, you really fooled us. I'll just answer briefly, because it's an easy answer actually. I saw Miles in a movie called Rabbit Hole, it was actually his first movie, he did it right out of college, or maybe he's still in college. I got it in college when I was. So I saw Miles at the birth of his professional career, and it's one of those moments that you kind of rarely, to me at least, you rarely see on screen, kind of an actor just arriving for the first time in a movie, fully formed in a way. And I was around that time that I was writing the first drafts of Whiplash, so immediately it seemed like, it was kind of my pipe dream that he would be the guy in the movie. And it took a sort of circuitous route because the script took a while to get off the ground, but we sent the script to him and luckily he signed up. And then, yeah, for me, I am a drummer. I got a drum set when I was like 15, just for Christmas one year. Started out with piano when I was like 6, got into saxophone. I played in jazz band in high school, and I played all through middle school, and then picked up a guitar to impress girls, and then I got a drum set probably to impress girls, and it was just kind of a natural sequence of events. But yeah, I got a kit when I was like 15, and by the time Damien, when we started, getting ready for this film, Damien brought over his drum set, which was slightly nicer than my shitty drum set, and then yeah, I took lessons for 3 weeks, 4 hours a day, 3 days a week, and yeah, by the time we shot it, I felt like I did have a good amount of the music kind of memorized, but obviously Andrew's, playing at a virtuoso level at the end of it, so needed a little help there. La réponse du réalisateur, tout d'abord, c'est que il a vu Miles pour la première fois en fait dans son premier rôle, dans le premier rôle de Miles, qui était dans un film qui s'appelle Rabbit Hole, qui est un film. En fait, on a commencé à parler du film à Miles lorsqu'il était encore au lycée, et dès qu'il a terminé le lycée, il a joué dans le film. Et il nous dit que quelque part, c'est assez incroyable parce qu'il a pu assister vraiment de visu en temps réel à la naissance d'un acteur accompli. Parce qu'il nous dit que pour son premier rôle à l'écran, sa première apparition à l'écran, il y avait déjà tout était déjà là, tout était déjà présent. Et quelque part, c'est quelque chose qui est rare de voir à l'écran, de voir comme ça un acteur naître comme ça, se dérouler sous les yeux. Et à l'époque, il avait écrit en fait la première version, le premier essai de son scénario donc pour Whiplash. Et évidemment, ce scénario a été remanié, revu de nombreuses fois, etc. Et lorsqu'ils ont envoyé le scénario final à Miles, eh bien, presque instantanément, Miles a accepté, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le film. Et Miles nous dit qu'en ce qui le concerne, il a eu sa première batterie lorsqu'il avait 15 ans. Il a appris d'ailleurs à jouer au piano à 6 ans, et puis il a aussi appris à jouer au saxophone, il jouait dans des groupes de jazz, et puis un jour il s'est mis à la guitare pour impressionner les filles. Et puis quelque part, il jouait aussi un peu de la batterie pour aussi impressionner les filles, mais ça marchait sans doute moins bien que la guitare. Mais en tout cas, il s'est vraiment remis à la batterie de manière plus intensive pour le film. Et c'est vrai que pendant 6 semaines, il a vraiment appris avec beaucoup d'attention la batterie, plusieurs heures par jour pendant 6 semaines pour arriver à ce niveau. Et voilà, et lorsqu'on voit jouer de la batterie dans le film, tout ce qu'on peut entendre n'est pas forcément lui, mais il y a vraiment cette intensité du joueur de batterie, du batteur, elle est réelle et c'est la sienne. Une autre question, monsieur Lissina. Oui, c'est une question à Damien Chazelle. Je trouve très intéressant dans votre film les rapports que vous établissez entre la musique et le cinéma. Comment
le cinéma peut-il rendre compte de la musique? Je voudrais savoir si lorsque vous avez eu à faire des choix, c'était, par exemple du point de vue du rythme, c'était des choix cinématographiques qui s'imposaient à la musique, ou est-ce que c'est le rythme musical qui s'imposait à la mise en scène? C'est une bonne question. C'est vrai que comme batteur, je pense au niveau rythmique, beaucoup, c'est très important pour moi. Donc j'ai écrit le scénario et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné le scénario. J'ai fait des storyboards et tout ça. Et ça, c'était moitié pas pour moi, mais aussi parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps de faire le tournage. On n'avait que, je pense, 19 jours. Et donc il fallait être préparé de tous les côtés. Donc je l'ai dessiné, j'ai travaillé sur les storyboards avec le cinématographe et le monteur. Et donc on a tourné le film et puis ensuite le montage. Mais avec le monteur, c'est vrai que c'était vraiment c'était un procès, quoi, parce que d'abord on a commencé avec les storyboards, le montage correspondait exactement aux storyboards. Mais ça marchait pas exactement. Parfois ça marchait, c'est vrai, mais beaucoup de fois c'était un peu nul. Donc il fallait retrouver. C'est ça un peu la magie, quoi, parce que on prépare tout, mais il faut quand même tout se débarrasser. Et puis on retrouve les rythmes, quoi. Mais tout le long du procès, c'était la musique qui nous inspirait et c'est ça qui nous a aidés parce que normalement on voulait que les concerts dans le film soient des scènes d'action. Normalement, on tourne une scène d'action et il faut mettre la musique après. Et là, c'était une scène d'action, mais c'était aussi comme une chanson, une comédie musicale à la Gene Kelly, quelque chose comme ça. Donc on commençait avec la musique, donc on avait déjà un système, quoi, et on avait déjà une architecture pour les séquences, et ça nous aidait beaucoup. Well, the question was about the relationship between music and cinema and about the choices from the director, about the rhythm. Did he choose these cinematic choices based on the music, or was the music adapted to, how did it actually work? And the director said that as a drummer himself, of course, rhythm has always been in the center of everything he was doing while working on this movie. And for example, while at the very beginning of the preparation of the movie, he made storyboards. He drew storyboards. And why he did that also is because they didn't have lots of time. They had only 19 days to make the movie. So of course the preparation had to be really, kind of perfect. And he worked a lot with. Et je me rends compte que je parle anglais, c'est bon ou pas? Oui, vous avez parlé en français, c'est ça. Des fois c'est compliqué parce que vous avez dit en français, j'ai pas fini alors. C'est bon. C'est pas facile, hein, it's not easy. Voilà. On est très impressionnés. Oui, parce que vous avez dit cinématographe, et en fait c'est directeur de la photo en français, donc je me demandais. Ah non. Ouais, c'est ça. So the cinematographer and the editor, they worked all together in order to make the storyboard, and then they adapted. They made the editing of the movie. The first editing was actually very close from the storyboard, but then they realized that what was working, very well on the storyboard didn't work that well while they were editing the movie. So they had to, work again and everything. So and then they realized that even when you prepare everything like really to the millimeter, you realize that actually you have to do it all over again when you are in front of the editing board. And music has always been for him an inspiration, and about the rhythm as well. And for example, all these sequences in the movie where there is a concert playing and everything, they wanted to shoot this as just like, action scenes. But the thing is, when you shoot an action scene, you shoot the action scene, and then you add the music. But in this case, of course, the music was there at the real beginning. Music was there, and then they had to follow quite a strict structure, and of course it helped them a lot, and that's about it. Y a-t-il une autre question dans la salle? Deuxièmement ici. Je vois dans le dossier presse, c'est une question à Damien Chazelle. Je vois dans le dossier presse que vous que vous parlez de concept très simple et fondamental dans la culture américaine, l'excellence à tout prix. Alors je voulais savoir votre prénom, votre nom français, est-ce que vous êtes français, américain, et est-ce qu'il y a vraiment une différence
justement dans la culture française, la culture américaine, par rapport à cette question d'excellence? Oui, donc mon père est français, ma mère est américaine. Donc j'ai passé la plupart de ma vie aux États-Unis, mais j'ai passé quelques années en France quand j'étais petit. Et je pense, non, en fait, je ne pense pas que c'est quelque chose d'américain et seulement américain, mais en Amérique, c'est un peu différent en France parce qu'il y a ce qui, pour moi, je pense, n'existe pas en France et existe aux États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est très punitif comme société. Et il n'y a pas de... Donc, si on ne réussit pas, on a l'impression que c'est fini aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on dit aux pauvres, bon, tant pis. Et donc ça, je trouve ça très très triste. C'est pour moi le plus grand problème aux États-Unis. C'est le plus grand mal qui existe dans ce pays. Mais en même temps, je me souviens quand j'étais petit et je suis allé en France, je rencontrais des élèves qui me disaient tu viens des États-Unis, aux États-Unis on dit toujours good job, good job. On dit toujours, on fait n'importe quoi, on a une médaille, on est honoré et tout ça. Et ça aussi c'est vrai. Donc c'est vrai que l'enfance aux États-Unis c'est beaucoup plus gentil et tout ça. Et donc c'est pour ça que je trouve les États-Unis c'est un pays très bizarre parce que à la même fois c'est le pays plus c'est très lax, l'éducation n'est pas très forte au niveau primaire et c'est très on est un peu, je ne connais pas le mot français, mais on est un peu coddled aux États-Unis quand on est enfant, mais quand on est adulte, c'est le pays le plus punitif du monde. Donc c'est un peu bipolar, c'est un peu schizo et je trouve ça intéressant. C'est un peu ça que je voulais explorer. So the question was about. The question was about in the press kit. You said something that excellence is very present in the American culture, but you as a French American, maybe you have your own point of view on this about this culture of excellence and you have to be the best and so on. And the director said that actually his father is French and his mother is American, and the thing is in America is kind of a society based on kind of punishment, reward and punishment. And in a way, it's not so good because it's like in America, if you don't succeed in whatever, if you don't succeed, then you are done with. You just have to forget any dream or whatever. When you are poor, for example, when you become poor, when you are poor, then it's finished. It's like, okay, too bad for you, well, okay. And then, no, excusez-moi, c'est vraiment compliqué. And then it's like, at the same time it's strange because he also met some kids in France and the kids were saying, oh, it's very strange and weird because in America, they always tell you, good job, good job, congratulations, good job, with whatever you do, and it's like, in France there is not that much, it's weird because in America, they don't cuddle you, cuddle by the way is réconforter. They don't cuddle you a lot, but at the same time, the education is not so strong, but they still expect you to be the best, to succeed, to be the best and everything. And this is kind of a weird paradox in American society, and it's bad, actually. Y a-t-il une autre question? Monsieur, là-bas au dernier. Moi j'aurais juste une question pour le producteur. Je voudrais savoir en fait, parce qu'on ne parle pas souvent des producteurs, déjà bravo d'avoir produit un film aussi intimiste et d'avoir très bien produit. Et ensuite j'aimerais savoir en fait son parcours et comment il choisit les réalisateurs et comment il a choisi ce réalisateur. Voilà, merci. Well, the question goes to the producer, Nicholas. First of all, congratulations for producing this movie and producing it well. And the question is about your background. Maybe you can talk to us a bit about the background and how do you actually come to choose this movie or that one? Well, it's a true honor to be part of this film in particular. I mean, I feel honored just to be up here with both of these guys. I had met Damien in Los Angeles quite a few years ago, and I thought he was brilliant from the first time I met him, actually. And
one of the other producers on the project, Helen Estabrook, about, I guess it was like 2 years ago, came up to me with this screenplay, with this idea of putting together a short as a proof of concept. And personally, I'm also a pianist and a composer. And growing up, I actually had somewhat similar experiences, with very intense piano teachers and throughout the years. So it really resonated with me on a very personal level as well. And so honestly, I felt it was sort of a no-brainer and an amazing opportunity to make something like this. Oui, donc le producteur Nicolas nous dit que pour lui, de toute façon, c'est un honneur de s'être retrouvé impliqué dans ce projet. Et il a rencontré Damien il y a quelques années à Los Angeles. Et lorsqu'il l'a rencontré, il a trouvé que l'idée donc de cette histoire, de ce scénario était une idée absolument brillante. Il en a parlé avec l'autre coproductrice, Helen Estabrook, il y a à peu près 2 ans. Et donc ils ont parlé de ce scénario et ils ont décidé de produire le court-métrage, donc qui a pu servir de preuve, si vous voulez, que le projet avait vraiment quelque chose et qui leur ont servi ensuite à pouvoir trouver l'argent pour pouvoir faire le long métrage. Et sur un plan plus personnel, il nous dit que lui-même, en fait, est un pianiste. C'est un pianiste, c'est un compositeur, un pianiste et un compositeur, et donc forcément, et lui-même d'ailleurs a eu une expérience assez similaire, nous dit-il, puisqu'il a eu des enseignants, des professeurs de piano qui étaient assez intenses, on va dire, pour rester poli, et donc effectivement, il y a eu une vraie résonance pour lui, quelque chose d'assez personnel, et il a eu vraiment envie de travailler sur ce film, c'est ce qui l'a amené à travailler dessus et à le produire. Pour lui, il ne s'est pas posé plus de questions que ça, il fallait qu'il le produise. Une autre question dans la salle, ici au premier rang. Merci, bonjour, bravo Max pour l'interprétation. Mais alors ma question est plus pour Damien. En fait, c'est à propos de votre inspiration et de Bird spécialement. J'aime beaucoup ce musicien et je voulais savoir si vous aviez vu et si vous aviez été inspiré par le film de Clint Eastwood sur Bird. Voilà, quelle influence ce musicien a sur vous? First of all, congratulations, Miles, for your interpretation. But the question actually is not for you. The question is for Damien. And Damien, well, this lady said that she was actually touched by a musician like Bird. And she was wondering if you've actually seen Bird from the movie from Clint Eastwood, and maybe it was also inspiration. Donc oui, j'ai vu le film de Clint Eastwood, je l'aime beaucoup. Je me souviens, en fait pour moi Charlie Parker c'était à cause de mon père. Mon père était est toujours un peu obsédé de Charlie Parker, et pas seulement mon père, aussi son frère, mon oncle français. Et donc ouais, quand j'étais petit, il y a eu toujours du jazz à la maison, dans la famille, c'était très important. Et quand j'étais très petit, moi j'ai détesté ça, c'était affreux pour moi, mais petit à petit, j'ai commencé à vraiment l'apprécier. Et je me souviens que beaucoup de fois, mon père me racontait cette histoire de Charlie Parker, c'est l'histoire de Joe Jones avec le cymbale et tout ça. C'est un peu une mythe de création pour le jazz, c'est une histoire très fondamentale pour les musiciens. Et en fait, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, quoi. Il y a des historiens il y a un débat un peu, mais c'est une histoire très, très racontée. Et donc ça me fascinait, même avant la musique de Charlie Parker, c'était cette histoire qui me fascinait. Et ensuite j'ai découvert la musique, et j'ai vu le film de Clint Eastwood quand j'étais un peu plus âgé, et je l'aime beaucoup. Je sais pas si, pour moi c'était pas vraiment, j'étais un peu plus jeune quand je l'ai vu, c'était pas vraiment une inspiration. Je pense que c'est vrai, on voit cette histoire dans Bird, et on voit un peu l'adolescence de Charlie Parker, mais je pense que Bird, c'est vraiment le sujet de Bird, c'est vraiment la fin, quoi, pas la fin, mais les années adultes de Charlie Parker où il y avait les drogues, il y avait tout ça. C'est vraiment une histoire très très triste. Donc c'est une histoire sur la souffrance à travers la musique, mais c'est pas vraiment une histoire pour moi sur comment on devient un grand musicien. Et
ce qui est bizarre avec Charlie Parker, c'est que quand il était très petit, avant ce truc avec Joe Jones, quand il avait 15 ans, 16 ans, il jouait beaucoup de saxophone dans les clubs à Kansas City. Et on a on connaît que les autres musiciens là-bas ne pensaient pas que c'était quelqu'un de spécial, quoi, quelqu'un de vraiment doué. On ne dirait jamais que ce serait un grand musicien, quoi. C'était un saxophoniste comme les autres. Et il y a eu quelque chose s'est passé, on sait, entre sa 18e anniversaire et sa 19e anniversaire. C'est-à-dire qu'à partir d'environ 19 ans, Charlie Parker, il vient aux Ozarks, il fait des répétitions, il pratique aux Ozarks, il disparaît pour un peu de temps, il revient à Kansas City et soudainement on parle d'un génie, mais un génie comme s'il était tombé du ciel. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Là aussi, il y a des historiens qui ont des théories et tout ça, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui me fascine, quoi. Comment on devient Bird? Ask her if it all gets Et Miles, il a une question très importante, c'est que comme batteur, il se demande l'agent, le bras, ça va? Il est sympa, Miles. Okay. The question was about this movie, Bird. I already translated the question. So yes, of course, he loves that movie. He loves Bird from Clint Eastwood. And Charlie Parker actually has always been very present in his life, because when he was a kid, for example, his father and his uncle, they were talking a lot about Charlie Parker. And they were listening to Charlie Parker's music a lot. They were listening to jazz almost every day in the house. And but the history of Bird is actually some kind of the myth of a creation. And is it true? Is it not true? This story with the symbol and everything. Nobody really knows, and even the experts or so on, historians of music, are still debating about it today. And about Clint Eastwood, this movie, well, he loves it a lot, but was it an inspiration? No. To begin with, he was too young when he watched the movie the first time, so it was not a direct inspiration in any way. But the story is kind of different, because the story of Bird is mainly about the latest years of Charlie Parker. The end of his life and the drug problems and all that stuff and all the suffering that was coming for him. And that was really the main subject of the movie. While his movie is more about how do you become a musician, and Bird was not really about that. And actually it's still a mystery, because as the director said himself, when he was like 15, 16, Charlie Parker, when he was like 15, 16 years old, nobody knew really. He was already playing saxophone and stuff, but nobody knew what he would become. It was like, yeah, he's okay, but not so, not such a genius or something. He was just another saxophone player. And then between his 18th and 19th year, he actually one day kind of disappeared, and then he came back to Kansas City. And when he came back, nobody knows what really happened while he disappeared. But when he came back, then suddenly the genius was born, and really he was a genius. And all the music historians today, they still have theories about what happened, but nobody really knows for sure. And that's actually nobody knows what happened, and that's actually part of the mystery that is the life of Charlie Parker. And this press conference is now over.